passe avant tout. Et nous pouvons déjà l'acclamer. Nous pouvons nous asseoir pour l'écouter. Monsieur le Président, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Président. La vidéo. Le micro. Bon, ça c'est le nôtre. Je le vois ici. Dites. Ça va, le son est bon? Oui. Très bon, Président. D'accord. Monsieur le Président fédéral. Oui, merci beaucoup. Monsieur le Président fédéral, messieurs et dames, le membre du comité fédéral de la Fédération de France, chers camarades, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir pour moi d'intervenir en direct à l'occasion de la cérémonie officielle de la sortie de votre fédération. Je mesure l'importance de cette activité du fait de l'adhésion que connaît notre parti au-delà de notre territoire national. Je mesure aussi la détermination, la volonté qui vous anime, celle de voir le Congo changer, de voir les choses se passer normalement dans notre pays comme ça se passe sous d'autres cieux. Et je prendrai l'exemple du pays hôte, le pays qui vous a accueilli. Et donc, cette volonté vous amène à pouvoir vous engager sur la voie de la lutte dans notre beau et cher parti Alliance pour le changement. Je dois sincèrement vous dire que je suis très honoré par cela et je suis l'homme le plus heureux de voir que ce qui a été une initiative à un moment donné, aujourd'hui porte ses fruits et nous sommes en train d'atteindre nos objectifs chaque jour qui passe. Je dois dire à tout le monde que lorsque nous avons pris la décision de quitter le pouvoir de M. Tshisekedi, nous nous étions posé des questions. Entre autres, nous nous sommes dit, est-ce que ce que nous allons faire aujourd'hui connaîtra une adhésion? Est-ce que les gens comprendront le bien fondé de notre action? Mais voilà qu'aujourd'hui, la réponse est sans appel. Vous êtes là. Le parti, non seulement qu'il est en train de rayonner au niveau national, mais nous sommes fiers que sur le plan international, le parti se porte très bien. Alors, recevez par là toutes mes félicitations et mes encouragements parce que peut-être que vous ne mesurez pas la grandeur de ce que vous êtes en train de faire, porter haut le flambeau du parti au-delà de nos frontières nationales. Donc, c'est un privilège qui nous est donné, nous, Alliance pour les changements, que beaucoup de partis politiques créés plus longtemps avant nous n'ont pas, d'avoir des représentations et des fédérations à l'extérieur du pays. Tout ceci reflète la grande vision
vision que nous avons, nous misons grand parce que ces partis que nous avons créés ensemble, nous ne l'avons pas créé pour satisfaire le besoin d'un seul individu, ou moins encore poursuivre des objectifs à court terme, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre pays. Laissez-moi vous dire qu'au Congo, les partis politiques n'existent pas. S'il y en a, peut-être c'est eux. S'il y en a, c'est le nôtre ici. Et je ne sais pas, c'est un autre parti politique. Parce que l'UDPS, qui faisait la fierté hier, aujourd'hui est en train de se décevoir sur toute la ligue. Nous le mettons de côté. Et je dois vous dire que les partis politiques au Congo peinent à exercer normalement comme cela devait être, comme groupe politique travaillant dans le but de sensibiliser, de former les militants à la gestion de la chose publique et se préparer réellement à gouverner. Au Congo, vous avez des boutiques politiques qui vont servir des individus à être ministres, à être DG, et l'histoire se termine là. Mais par contre, notre parti, l'Alliance pour les changements, vise grand. Pourquoi nous le disons? Parce que, personnellement, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'être député national, DG ou ministre, que nous avons initié ces partis. J'étais très grand dans le pouvoir, vous le savez tous. J'ai dû faire nommer des ministres, des premiers ministres, des membres du bureau, des membres des bureaux au Parlement, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, j'avais déjà atteint un niveau où je pouvais me dire que peu importe quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, je peux continuer comme ça parce que ma vie est assurée. Donc je n'avais pas besoin de créer l'Alliance pour le changement parce que j'avais déjà tout. Mais l'Alliance pour le changement se révèle par-dessus tout comme une alternative crédible à l'échec de M. Félix Tshisekedi. C'est parce que nous avons estimé que la gouvernance actuelle, qui devait par contre être fondée sur des valeurs républicaines, qui devait être fondée sur le bien-être pour tous, ne l'a pas été. Nous avons tous vu, moi et vous, à la seule différence que moi j'étais au cœur même du régime, j'ai pu constater beaucoup d'autres choses que vous n'avez pas vues, ou j'ai des informations que vous n'avez pas. Et nous sommes tous arrivés à la conclusion que ces pouvoirs ne reflètent pas les combats que nous avions menés aux côtés du Sphinx de l'Humanité. Alors, je puis prendre mes responsabilités et dire, je m'arrête par là. Donc vous allez comprendre par là que l'Alliance pour le changement, c'est un parti de rupture. Le contexte dans lequel ce parti est créé définit déjà notre trajectoire et peut déjà faire expliquer le parcours qui reste à faire. Donc, c'est un parti qui est né dans le combat, un parti qui est né dans les régies des avantages personnels que j'avais, parce que j'en avais. J'avais le pouvoir, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai dit, ça ne peut plus continuer, on s'arrête là et on prend une autre démarche, on prend une autre direction, celle maintenant vers les intérêts du peuple congolais. Donc, chers camarades, veuillez comprendre ici que notre parti est différent de beaucoup de boutiques politiques qui existent au Congo, parce que ces partis politiques sont nés dans des contextes, par exemple,
préélectorale où les gens se disent, mais faisons quelque chose pour participer aux élections parce que nous devons avoir 1, 2, 3 députés pour avoir accès aux mangeoires. Ou encore, créons ces partis politiques parce que le dialogue arrive, nous allons aussi avoir droit au chapitre. Mais non, notre parti existe parce que nous avons dit non. Parce que nous avons dit non à un pouvoir prédateur. Nous avons dit non à un pouvoir antisocial. Nous avons dit non à un pouvoir qui clochardise le peuple congolais. Un pouvoir caractérisé par toutes les antivaleurs que nous avions par contre combattues avec Frère Dr Etienne Tshisekedi. Et là, je vais citer la corruption, les détournements des deniers publics, la concussion, tout ce qu'il y a comme antivaleur, les népotismes, le trafic d'influence. Et aujourd'hui, vous avez là un pays qui est totalement par terre. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez d'autres conséquences qui s'ajoutent. C'est entre autres l'insécurité qui devient généralisée sur l'ensemble du territoire national. Donc, l'insécurité qui se passe à l'est de notre pays, nous n'en dirons jamais assez. Certes, le Rwanda nous agresse. Et nous condamnons cela parce que le Rwanda devait respecter le droit international en ne procédant jamais à l'agression qui est un acte proscrit par le droit international. Mais le Rwanda est chez nous. Et tous, que ce soit les dirigeants politiques congolais, que ce soit la communauté internationale, nous sommes tous d'avis que le Rwanda est chez nous à travers l'acte d'agression. Mais vous voyez que la mobilisation internationale peine à montrer ses griffes. Vous avez tous constaté cela. Et nous disons, d'ailleurs, paraphrasant Tshisekedi, qui était là chez vous en Europe, dans un État, je crois, la Belgique, où il donnait des conditions pour dire qu'il va négocier avec tel, pas tel. Mais nous lui disons, ce qu'il a dit, qu'il négociera qu'avec ceux qui condamnent le Rwanda, ceux qui condamnent le M23 AFC, nous lui disons que nous condamnons le Rwanda par patriotisme. Nous ne condamnons pas le Rwanda pour lui faire plaisir. Nous ne condamnons pas le Rwanda parce que nous voulons faire plaisir à Tshisekedi et à ses amis. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, que certes le Rwanda nous agresse. Certes, le M23 est un pur produit du Rwanda. Mais la seule chose que nous devons retenir est que Tshisekedi a une part importante des responsabilités dans la débâcle sécuritaire dans notre pays. Et cela doit être dit ainsi. Parce que, comme nous le savons tous, les relations internationales sont basées sur les rapports de force entre États. Alors, chaque État doit développer des mécanismes de protection pour son pays, pour son peuple, et même pour ses richesses. Et vous avez vu là en Occident que si déjà en Occident, on a des actes d'agression entre la Russie et l'Ukraine, vous savez tous ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Donc, chaque État, ceci veut dire que chaque État doit se préparer, avoir une armée forte, avoir une gouvernance saine, mettre tous les moyens possibles dans la sécurisation de son peuple et de son territoire. Et là, Tshisekedi a failli. Beaucoup de gens n'en parlent pas. On nous pousse tous à condamner le Rwanda, à penser, à abonder dans le narratif de Tshisekedi et de ces gens pour dire que c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Oui, nous disons oui, c'est le Rwanda. Est-ce que Tshisekedi n'a pas une part de responsabilité dans tout ce qui se passe à l'Est? Voilà toute la question. En tant que garant suprême des forces armées et de la police, en tant que celui qui a prêté serment pour protéger le peuple congolais, parce qu'une agression, c'est une éventualité pour chaque État. Il n'y a aucun État qui est mis à l'abri
d'une agression. Même les États-Unis d'Amérique, ils travaillent jour et nuit pour faire face à cette menace. Alors, qu'est-ce que Tshisekedi et ses amis ont fait pour nous éviter ça? Et vous allez comprendre que les narratifs de nos amis est du genre à faire croire aux gens que Tshisekedi n'a aucune responsabilité. On peut même l'appeler Saint Pontife Félix, parce que lui, il est saint. Tout ce qui arrive là, c'est de la faute des autres. Lui est saint. Mais pourquoi à l'époque de Kabila, nous avons dit que c'était lui le responsable de l'insécurité à l'Est? Mais je dois vous dire, chers camarades, qu'il n'y a pas seulement l'insécurité à l'Est de notre pays. Dans la périphérie de la ville de Kinshasa, il se passe ce qu'on appelle le phénomène Mogondo. Peut-être que vous êtes loin, mais je vous dis que cette histoire fait des victimes tous les jours. Les médias nationaux comme internationaux n'en parlent pas. Il y a des femmes violées tous les jours ici par ces gars. Il y a des bétails, des chèvres, des vaches que ces gens volent tous les jours ici. Ils dévalisent des villages entiers. Ils tuent. Comme ça se passe dans un endroit où les médias sont inexistants, personne n'en parle. Donc nous estimons que la problématique de la sécurité dans notre pays a un responsable, c'est Félix Tshisekedi. Il est incapable de sécuriser le peuple congolais. Il doit laisser le pouvoir de 2028 ici pour que nous puissions mettre sur pied une gouvernance rationnelle. C'est qui va mettre, nous allons réussir à mettre sur pied notre vision politique qui est incarnée par trois axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la refondation de l'État, la transformation de l'homme et les réformes institutionnelles. Le deuxième axe, ce sont des réformes économiques et financières adaptées au contexte congolais. Et le troisième axe, c'est la révolution sociale. Ces trois axes vont faire le fondement de notre action politique au sommet de l'État de l'État. C'est vrai que nous n'avons pas le temps d'expliquer de fond en comble cette vision parce que c'est grand, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais j'essaie ici de vous faire comprendre que notre parti politique est basé sur une véritable vision de la refondation de l'État. Parce que nous estimons que moi-même, c'est une expérience personnelle que j'ai faite. J'étais dans ces pouvoirs. J'étais d'abord opposant. J'ai fait 25 ans dans l'opposition dans l'UDPS. Et je passais un moment au pouvoir. Je peux ici dire sans peur d'être contredit que Félix Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, n'avait pas assimilé le bien fondé de la lutte de son père. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive à comprendre aujourd'hui que le vrai problème du Congo, c'est l'absence de l'État. C'est du fait que l'État est inexistant sur toute la ligne. Et là où l'État n'existe pas, que voulez-vous que l'on fasse? Il ne peut y avoir ni développement, ni autre dans un espace où l'État n'existe pas. C'est ça tout le problème. Le projet de société, le programme de gouvernance, tout ce qu'on peut promettre au peuple ne peut être réalisable que si et seulement si nous arrivons d'abord à asseoir un État au vrai sens du terme. L'État, lui, va assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'État va protéger les ressources du pays, c'est-à-dire les ressources naturelles, les ressources financières et matérielles. L'État va faire en sorte que les comptes du trésor public ne soient pas en danger par rapport aux prédateurs politiques. Et comme ça se passe là où vous êtes en France, je crois qu'on ne dira pas que les Français ne sont pas des voleurs. Mais c'est tout simplement que l'État français a mis des mécanismes en place qui font qu'il est presque impossible à un individu de prendre un héros de l'État français. Même aux États-Unis, même partout, vous ne pouvez pas prétendre combattre la corruption, les détournements des deniers publics, comme ça, avec des paroles creuses, avec des discours. Non, il faut qu'il y ait une véritable programmation d'action
Félix, est-ce qu'il y a eu un autre dossier? Je peux vous affirmer avec ma main droite sur le cœur qu'il n'y a pas eu un autre dossier entre moi et Félix Tshisekedi, à part les divergences politiques et de gouvernance. Alors, il y a eu une différence d'approche entre moi et lui, en ce qui concerne le changement. Lui, il a une autre approche de ce qu'il entend par le changement, et moi, j'ai une autre approche. Alors, à un certain moment, j'ai compris que comme il n'était pas arrivé à changer le système, parce que le système, vous allez comprendre que notre pays, depuis 60 jusqu'à ce jour, n'a fonctionné que sur base d'un seul système. Malgré que les régimes ont changé, on est parti du régime Mobutu, Kabila aujourd'hui, Tshisekedi, mais nous avons gardé un même système. C'est le système de prédation. C'est le système égoïste qui favorise un petit groupe d'individus au sommet de l'État au détriment de l'ensemble de notre peuple. Et ce système a été favorisé par l'anéantissement ou la destruction de l'appareil étatique, de l'État dans sa dimension cosmogonique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut commencer à voler $1, $2, $3, jusqu'à arriver à 100 millions de dollars, sans qu'il nous soit inquiété. Mais alors, toute la question que l'on doit se poser, c'est que, mais où était l'État lorsque quelqu'un commence à voler $1 jusqu'à arriver à 300 millions de dollars? Où était l'État en ce moment pour intervenir, pour dire, monsieur, attention, ça voudrait dire que si ces gens arrivent à faire cela, c'est que l'État n'existe pas. Et d'ailleurs, vous allez voir que ces situations sont souvent mises en exergue par le fait des dénonciations des journalistes ou de fuites de dossiers dans le média. C'est comme ça que vous allez voir la justice se réveiller pour organiser des poursuites judiciaires sur base des dénonciations faites dans le média. Mais alors que la justice, comme pilier dans un État, devait par lui-même arriver à mettre fin à ce genre de pratiques et antivalentes. Donc, je vais aussi vous dire que nous avons eu deux approches différentes entre moi et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est resté dans le carcan du système de prédation qui s'accaparait de toutes les richesses et tout ce que ce système sait faire, c'est peut-être dire au peuple que regardez, on a construit pour vous 10 km de route à Mbandaka, 5 km de route à Rutshuru, 3 km de route, et dire au peuple que c'est ça le changement. Mais pour moi, je ne conçois pas le changement en termes de quelques infrastructures qu'on est en train de donner aujourd'hui. Parce que les infrastructures routières, des infrastructures sociales de base, c'est un devoir pour un État vis-à-vis de son peuple qui paie les impôts, qui paie les taxes. Et c'est un droit pour un peuple. Pour moi, j'estime que lorsqu'un État construit 10 km de route, on ne peut pas en faire un grand problème et dire aux gens que les changements que vous avez attendus, c'est celui-ci. Non. C'est là que moi, Félix Tshisekedi, on s'est séparés. Pour moi, le changement devait être un processus globalisant, un processus global. Le changement doit être global. Et quand on parle du changement, il ne peut en aucune fois faire l'objet de manipulation, moins encore de spéculation. Le changement, il est vécu par le peuple. Le changement doit être vécu. C'est le peuple lui-même qui dit « Ah, nous sommes en train de vivre les changements ». On ne doit pas mobiliser les réseaux sociaux, la chaîne nationale, pour commencer à faire des propagandes. D'une route de 3 km, on va faire trop de propagande. D'une école construite quelque part, on va faire de propagande. Alors que la situation sociale du peuple ne fait que s'empirer de jour au jour. Pour moi, en tant que socialiste, les changements devaient d'abord se concentrer sur l'homme,
centre d'intérêt de tout pouvoir socialiste devait à un certain moment se dire « Ah, il y a un changement ». Hier, il était impossible que je puisse circuler dans la nuit dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous circulons dans la ville de Kinshasa. Donc, il y a eu un changement, il y a eu amélioration. Hier, nous n'avions plus du courant, mais aujourd'hui, nous avons quand même du courant. Hier, nous n'avions plus d'eau potable. Aujourd'hui, nous avons de l'eau potable. Hier, nous avions un salaire de misère qui ne nous permettait pas de joindre le debout du mois. Aujourd'hui, en fait, l'homme d'abord, le Congolais devait commencer par dire « Ouf, il y a un changement ». Mais lorsque l'homme est relégué au second plan, il n'a pas d'emploi, il continue à vivre avec un salaire de misère, pas d'infrastructure sociale de base. C'est-à-dire, il n'y a pas, en d'autres termes, il n'y a pas l'eau, le courant, tout, il n'y en a pas. Le Congolais vit à l'époque de la pierre taillée. Et donc, on ne peut pas à ce moment-là dire qu'il y a changement, dire qu'il y a développement au Congo parce qu'on a construit un bâtiment qu'on appelle centre financier. On ne peut pas dire qu'il y a changement au Congo parce qu'on a construit Arena. Bien que si nous fouinons encore là-dedans, nous allons découvrir que l'intérêt n'était pas d'apporter ces changements, mais l'intérêt derrière toutes ces infrastructures était de voler l'argent du contribuable congolais. Amen. Et ça, le peuple ne connaît pas tout ça. Lorsque sur chaque kilomètre de route construit, il y a un détournement de 50% des fonds alloués à ces infrastructures. Donc vous allez comprendre par là que ce régime mérite toujours la confiance du peuple et que Tshisekedi a perdu complètement ce qu'on appelle les normes en ne comprenant pas c'est quoi réellement le vrai changement. Pourquoi nous nous étions partis avec son père pour les changements? Parce que nous estimions à l'époque que on ne pouvait pas résumer les développements avec la construction de quelques infrastructures. D'ailleurs, si nous analysons très bien l'histoire de ce pays jusqu'à ce jour, nous allons tous comprendre que Mobutu a construit plus d'infrastructures que n'importe quel autre président. Nous avons des infrastructures qui sont aujourd'hui des monuments dans ce pays. Ouais. Aucun autre président après Mobutu n'a pu réaliser. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne l'avons pas combattu. Nous l'avons combattu en disant, messieurs, c'est vrai, vous avez construit le stade de Martyr, vous avez construit Ingachaba, vous avez construit le pont Maréchal, vous avez construit ceci et cela, vous avez construit, mais l'homme congolais, l'homme zaïrois, vous le placez où? Quel est le niveau de vie de l'homme zaïrois? Quelle est l'espérance de vie de l'homme zaïrois? Que pouvons-nous dire de l'accès aux soins de santé publique? La nourriture, l'éducation. Quel est le niveau de notre éducation aujourd'hui? Vous construisez 2-3 écoles, vous construisez une université, mais là c'est pour aller abrutir davantage les enfants parce que notre système éducatif est par terre. Moi je venais, il n'y a pas longtemps, je venais de défendre mon mémoire. J'ai passé 5 ans à l'université il n'y a pas longtemps, mais j'étais au contact avec des enseignants, j'étais au contact avec des camarades étudiants. Je peux vous dire que le système éducatif congolais est par terre. Un étudiant peut faire de G1 jusqu'à L2 à licence sans participer au cours, sans faire des TP, sans faire quoi, mais il a un diplôme. Vous vous imaginez? C'est catastrophique ce qui se passe dans ce pays. Et avec ça, comment attendre les changements? Comment attendre le développement? Et tu sais que pour lui, quand quelques kilomètres de routes sont construits à gauche, une université construite à droite, pour lui, il dit, j'ai atteint l'objectif. Mais non, nous disons, ce n'est pas ça le changement. Le changement, c'est un processus, certes, mais il doit être global. C'est-à-dire que ce processus doit être mené dans son ensemble. Je donne ici un exemple.
changement dans notre pays et le développement que nous attendons, nous devons booster l'agriculture. Ça, c'est mon maître mot. Nous n'allons pas développer les combats avec les mines, mais plutôt l'agriculture. Mais pour que l'agriculture soit possible dans notre pays, il va falloir que les routes des dessertes agricoles soient construites. Vous voyez comment c'est un processus intégré. Donc vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans route pour acheminer le produit des champs vers les grands centres de consommation. Mais en même temps, vous ne pouvez pas produire beaucoup si vous n'avez pas un programme de transformation, donc ce qu'on appelle la petite industrie. Sinon, vos productions vont commencer à pourrir. Les producteurs vont perdre. Donc là, on parle de l'industrie. Voyez pourquoi, pour nous, nous estimons que le changement doit être un processus intégré. Au-delà du folklore, au-delà de tout ce que les gens peuvent raconter à gauche à droite, au Congo, il n'y a pas du sérieux. C'est ce manque du sérieux qui m'a révolté. J'ai dit à Tshisekedi, je dois partir. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, lorsqu'on fait face à la machine diabolisatrice de l'UDPS, il y a beaucoup de choses que les gens racontent là-bas. Mais Félix Tshisekedi sait que j'avais demandé une réunion chez sa maman, qui est aussi une mère pour moi, ma maman. Nous sommes allés là-bas devant 2 témoins où j'ai dit à sa maman que votre fils gouverne mal le pays. Il le sait, sa maman le sait. Nous avons tenu cette réunion de minuit à 4 heures du matin. J'avais même dit à sa maman que s'il ne change pas sa façon de voir les choses, je vais devoir me retirer parce que je ne saurais plus accompagner une gouvernance qui n'apporte pas de solutions aux problèmes des Congolais. Donc aujourd'hui, une véritable gouvernance, c'est celle qui trouve des solutions aux problèmes du peuple. Je vous donne un petit exemple. Donc, quelque chose, vous allez devoir analyser vous-même. Lorsque l'UDPS arrive au pouvoir, nous sommes tous dans cette ville. Moi, j'étais un élu de la ville de Kinshasa. Nous avons trouvé Kinshasa avec ses problèmes spécifiques. Parce que chaque coin du pays a ses problèmes spécifiques, mais nous avons aussi, l'ensemble du pays a des problèmes qui se généralisent, qui sont partout, l'absence de routes de communication, l'emploi, tout ça. Mais chaque coin a ses problèmes spécifiques. Kinshasa, par exemple, nous arrivons au pouvoir, Kinshasa a un problème d'embouteillage. Kinshasa a un problème de Koulouna, c'est-à-dire l'insécurité urbaine. Kinshasa a un problème d'évacuation des déchets, ce qu'on appelle ici foule. Alors, je ne veux citer que cela. Embouteillage, banditisme urbain et traitement des déchets. Je pense que c'est 3. Aujourd'hui, est-ce que Tshisekedi et ses amis peuvent dire qu'ils ont résolu ne serait-ce qu'un seul de ces 3 problèmes? Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Jamais. La situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa ne s'est fait que dégrader du jour au lendemain. Chaque jour ici, les gens meurent dans nos quartiers. Ça n'apparaît pas dans le média, mais les gens meurent. Les embouteillages, n'en parlons pas. Les immondices, les caniveaux sont bouchés partout. Vous voyez une ville de près de 20 millions d'habitants sans un service d'évacuation des déchets. En plein 21e siècle. Sans un service de nettoyage des avenues et des grandes artères. Mais ils sont là à porter des vestes, des cravates, voilà, nous travaillons. Quand vous arrivez à Kinshasa, c'est une poubelle. Donc vous allez comprendre que la gouvernance Tshisekedi n'a pas orienté ses actions vers des solutions adaptées aux problèmes du pays. C'est une gouvernance qui s'est tout simplement
santé là-bas, 2 écoles là-bas, alors que quand vous faites la moyenne sur l'ensemble du pays, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors que si et seulement si les actions sont menées de manière rationnelle, à pouvoir créer, à pouvoir investir dans la jeunesse à travers l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, à investir dans l'agriculture et dans la transformation même de produits agricoles, cela va créer beaucoup d'emplois, cela va créer des richesses et le PIB par habitant, le produit intérieur brut national va augmenter, le produit intérieur brut par habitant va augmenter. Aujourd'hui, nous avons une économie, nous l'appelons économie, mais en réalité, ce n'est pas une économie. Nous n'avons pas une économie. Quelle est cette économie qui ne produit rien, qui importe tout, qui importe tout? Une économie dollarisée à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai fait le tour de l'Afrique. J'ai fait la Zambie, la Tanzanie, le Mozambique, un peu partout là-bas. Quand j'allais dans mes missions interparlementaires, vous sortez une devise étrangère, vous donnez à quelqu'un dans un magasin, il ne prend pas. Dans tout le pays qui nous entoure ici, même à Brazzaville. Mais vous vous imaginez, le dollar, vous présentez le dollar, euro, on refuse. Mais au Congo, il y a des affiches dans les magasins partout en dollars. Vous vous imaginez, la monnaie de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, à cours légal au Congo. La monnaie du Burundi, à cours légal au Congo. La monnaie de l'Ouganda, à cours légal au Congo. Mes chers frères, chers compatriotes, ne voyez-vous pas que le pays est en train de disparaître? Donc nous devons tous faire quelque chose pour sauver ce pays. Moi, je ne fais pas de discours à l'air parce que les gens peuvent dire, les politiciens font toujours des discours comme ça, quand il est là, il va faire autre chose, mais je crois qu'il faut scripter le passé de chaque politicien avant d'arriver à cette conclusion. Moi, j'étais là. J'avais tous les avantages, je pouvais me dire, je reste là, je profite du régime, je m'enrichis. Mais le fait pour moi d'avoir décidé de quitter, et avec toutes les conséquences que cela a engendré, j'ai passé 2 ans et demi en prison. C'est pour vous dire que désormais, je ne ferai plus la politique, ni pour l'argent, ni pour un poste. Désormais, je consacrerai le reste de ma vie, jusqu'à ma mort, à l'avènement d'un état de droit et à l'éclosion sociale. Nous devons tous aujourd'hui nous dire que l'homme politique congolais a failli et que nous devons refaire les choses. Parce que ce n'est pas normal. Nous sommes en train, le pays est dans un trou, et si rien n'est fait, ce pays va disparaître un jour. Donc je profite de l'occasion pour vous saluer tous et vous dire que je suis très heureux. On aura toujours des occasions pour échanger ainsi. Et d'ailleurs, prochainement, je m'organiserai pour peut-être faire encore un live comme ça et procéder par ces jeux de questions-réponses. Peut-être que vous avez des questions, les gens vous posent aussi des questions là-bas. Oui. Prochainement, on s'organisera pour répondre à ces questions. Mais à tout le moins, bravo à vous, bravo à vous. Vous avez hissé haut les flambeaux de l'Alliance pour les changements. Continuez à le faire, mobilisez-vous. Nous ne sommes pas un parti qui va accompagner un autre parti. Je ne suis pas un leader qui ira soutenir un autre leader. Notre objectif est de gagner l'élection présidentielle en 2028. Pour qu'on y arrive, vous avez un grand rôle à jouer. Moi, j'ai fait ma part. J'ai quitté le pouvoir. J'ai fait même la prison. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas me demander plus que ce que j'ai fait là. C'est à vous de me porter là où vous pensez que nous pouvons arriver à faire quelque chose. Nous pouvons apporter le vrai changement que nous chantons aujourd'hui. Nous n'allons pas changer ce pays dans l'opposition. Ce n'est pas en étant dans l'opposition que le pays va changer. Nous devons conquérir le pouvoir, l'exercer pour mettre en pratique notre projet de société, notre vision politique. Voilà le combat que nous devons mener. Nous devons arrêter de fonctionner comme un parti, comme ça. Notre parti doit fonctionner sur base d'un
objectif précis, la conquête du pouvoir. Et nous devons nous mettre